Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de plusieurs lettres économiques et financières aux publications Agora. Nous sommes également avec Étienne Henry, notre expert en énergie et nouvelles technologies. Donc merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu présent aujourd'hui. Donc si on vous a réunis, c'est pour parler de transition énergétique et plus précisément de la planification écologique de la France pour mener à bien cette transition. Alors pour rappel, l'objectif fixé par les pays européens est d'atteindre la neutralité carbone en 2050, donc ce qui implique une réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc que ce soit les transports, l'industrie ou le bâtiment, tous les secteurs de notre activité économique vont devoir faire des efforts considérables pour réduire leurs émissions de CO2. Alors Étienne Henry, vous êtes vraiment un spécialiste de la question. Quels moyens devront être engagés pour que ces objectifs soient atteints et est-ce qu'ils sont vraiment réalisables? Alors, si on veut vraiment atteindre cet objectif de décarbonation, que ce soit la trajectoire 2030 ou l'objectif de neutralité en 2050, il faut aller all-in. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, toutes les petites mesures cosmétiques qui disent on va peut-être récupérer des bouts de chandelle à droite à gauche, on va remplacer un peu par de l'énergie renouvelable, ça fonctionnera pas. C'est pas comme ça qu'on remplace toutes nos sources d'énergie fossiles. La seule chose qu'on peut faire qui est crédible, c'est d'électrifier massivement notre économie et de produire cette électricité par de l'énergie renouvelable. Là, on pourra commencer à avoir un petit peu un effet significatif sur nos émissions de CO2 et sur notre trajectoire de baisse des gaz à effet de serre. Mais tout le reste des mesures qui sont préconisées, ça n'a aucun effet. Alors, je ne parle pas de climat parce que moi, je ne suis pas climatologue, je ne suis pas capable de quantifier effectivement le ratio entre le CO2 et la température du globe. Ça, c'est encore sujet à discussion. Mais en tout cas, sur l'aspect énergétique et sur l'aspect économique, si on veut vraiment arriver à avoir du zéro carbone ou même baisser de 10-20% nos émissions de CO2, il faut électrifier massivement et il faut électrifier dans des quantités qui n'avaient jamais été faites depuis le début de la révolution industrielle. Donc, quand vous posez la question de qu'est-ce qu'il faut faire, eh ben, il faut vraiment remettre à plat tout notre modèle économique. Ça veut dire aussi remettre à plat potentiellement tout notre niveau de vie et toute notre industrie. Donc, c'est vraiment un chantier colossal qui s'offre à nous. Et donc en termes de budget, qu'est-ce que ça représente, Philippe? Pour la France, par exemple, ça a été estimé environ 70 milliards par an. À 70 milliards par an, on n'est pas dans du all-in, hein, pour être clair. On va aller chercher probablement plus de 100 milliards qu'on n'a pas. Donc, question, comment on finance un tel besoin en capitaux pour de la transition? Alors, l'objectif de décarboner, il faut se fixer des objectifs. Si le but est d'empêcher le réchauffement de la planète, j'ai très peur que la décarbonation ne soit pas forcément le meilleur moyen. Il faudrait que quelqu'un aille réduire un petit peu le rhéostat du soleil puisque 98 ou 99% du réchauffement de la planète dépend de l'activité solaire. La Terre, de son côté, l'effet de serre est généré à 99% également par la vapeur d'eau, c'est-à-dire la nébulosité. Le carbone comme gaz à effet de serre, jusqu'à présent, personne n'a démontré que c'était le cas. Alors, je sais que vous allez me répondre, mais tout le monde le dit, aux 20 heures, c'est décarboné, décarboné. Aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, on entend partout carbone footprints, et on va vous dire, mais regardez, tout le monde vous dit que c'est le carbone. Alors, tout le monde, non, c'est une seule source, en fait, qui est démultipliée des centaines de fois. Donc, vous lisez 100 fois le même mensonge. Alors que si vous regardez des publications scientifiques, ce que j'ai fini par faire, je lisais beaucoup de commentaires de gens qui doutaient de l'impact du CO2 sur le réchauffement. Donc j'ai fini par lire des publications scientifiques. Et là, j'en ai lu 100 qui disent le contraire de la source unique qui est le GIEC, qui dit que le CO2 participe au réchauffement. C'est probablement vrai comme de n'importe quel autre gaz quelque part, mais dans des proportions qui sont à peine mesurables. Et je rappelle que ce que propose le GIEC, ce ne sont pas des mesures et un constat, ce sont des projections. Je rappelle qu'il y a 3 ans, il y avait une université anglaise qui expliquait qu'on atteindrait ou on dépasserait les 100 millions de morts du Covid à la fin de l'année 2020.
Donc, avec des projections, on peut faire dire absolument ce qu'on veut. Et le discours sur le CO2 est porté par, on va dire, les médias dominants, mais que chacun fasse l'effort de se renseigner pour constater d'abord que le CO2 ne représente que 0,4% de l'atmosphère terrestre et que sur ces 0,4%, la nature en produit naturellement 93%, donc nous on compte pour 7% de 0,4%. Donc l'impact du carbone est à peine mesurable. En revanche, je suis tout à fait favorable, comme j'imagine chacun qui respire de l'air, pour respirer un air moins chargé de particules. Beaucoup sont cancérigènes. Je rassure tout de suite, le CO2 ne l'est pas. Et quand on vous dit, mais regardez la pollution quand même, vous avez des grosses bulles grises au-dessus des grandes métropoles, et, si vous allez en Chine ou à Jakarta, qui sont des villes archi polluées, vous voyez vraiment cette espèce de bulle. Je précise également que le CO2 est précisément invisible, donc ce qu'on voit de gris, c'est effectivement des gros nuages de pollution aux particules. Ces mêmes particules qui font que Air Paris nous avertit qu'il faut rouler à 30 à l'heure, sinon on va tous mourir parce que on vit dans une véritable sauna de pollution. Pour lequel le CO2 n'entre absolument pas en ligne de compte. Donc le réchauffement climatique, il est lié effectivement à des métropoles, à des émissions de polluants qui créent effectivement des grosses bulles chaudes. Donc, si vous mesurez les températures dans les grosses bulles chaudes, vous allez effectivement obtenir un réchauffement rapide. Mais je vous mets au défi d'établir un lien avec le CO2. Maintenant, quand on a dit ça, si réduire le CO2 aboutit à ce qu'on réduit la pollution en général, il faut absolument le faire. Et décarboner, si ça signifie réduire effectivement tous les polluants, je ne vois pas qui pourrait être contre, parce que ça, des cancers liés à l'air pollué qu'on respire, ça par contre c'est une vraie vérité scientifique, contrairement au réchauffement par le CO2. Voilà, je voulais quand même préciser ça pour que vous compreniez dans quel état d'esprit nous envisageons effectivement l'analyse d'une situation, on va dire, élargie à toutes les questions économiques. Est-ce que la lutte contre le CO2 est ce qui permet d'atteindre le but qu'on se propose, ou est-ce qu'il ne faut pas envisager des alternatives pour nous permettre de rouler dans de bonnes conditions, de nous chauffer de façon correcte? Donc, je pense qu'on va évoquer tout ça au fur et à mesure. Pour compléter sur l'aspect réchauffement, effectivement, avec le CO2, il y a aussi un gros non-dit dans les médias et qui, pour le coup, est écrit dans les rapports du GIEC, hein, donc on pourrait même pas dire que c'est pas les scientifiques qui l'ont rappelé. C'est que ce qui compte, donc l'effet de gaz à effet de serre du CO2, qui est discutable parce que les modèles sont pas établis, hein, tout simplement. En plus de ça, il dépend de la quantité qui est présente dans l'atmosphère. Donc ça veut dire que tous les efforts de bout de chandelle dont je parlais tout à l'heure, qui réduisent les vitesses d'émission de 5, de 10%, de 20%, n'ont aucun impact sur la quantité totale de CO2, qui, elle, ne dépend que de la quantité de matières premières fossiles, donc grosso modo le gaz CH4 et puis le pétrole, hein, et le charbon, qu'on sort de sol et qui met du CO2 dans l'atmosphère. Donc, au niveau économique, les petites mesures de privation, elles ont un impact fort, comme ce qu'on a eu l'année dernière avec le gaz. Quand il a fallu se priver de gaz russe, et ben, qu'on perd entre 9 et 14% de gaz disponible, ça se sent dans l'économie. Si on veut perdre encore 10-20% d'émissions de CO2, parce qu'il faut baisser d'autant le charbon, parce qu'il faut baisser d'autant le pétrole, parce qu'il faut baisser d'autant le gaz naturel, et j'insiste, hein, il faut baisser toutes les sources d'énergie de ça si on veut avoir cet effet, ça n'aura aucun effet de long terme, parce que même dans les modèles du GIEC, on voit que l'inertie de la quantité de CO2, elle se mesure en siècles. Nous, on parle de diviser les émissions à l'ordre de quelques années, 1 ou 2 décennies tout au plus. Donc la temporalité, la cinétique fait que de toute façon, ça n'a aucun effet sur la quantité totale dans l'atmosphère, donc aucun effet sur le taux qu'on cherche à faire baisser le plus vite possible. Donc, il faut bien voir cette transition énergétique comme autre chose. Il y a d'autres enjeux, il y a probablement d'autres objectifs aussi qu'il y a derrière. Et il faut penser à ça quand on investit. Justement, quels sont ces objectifs plus profonds de la transition énergétique selon vous? Alors,
La transition telle qu'elle a été conçue, on va effectivement vers une électrification globale de l'énergie pour tous les usages. Imaginons que en 2030, je pense qu'il faut voir peut-être un petit peu au-delà, mais imaginons qu'en 2030, on ait déjà plus de la moitié du parc automobile converti à l'électrique, roulant sur des batteries. Pour alimenter ce parc automobile, enfin pour lui permettre de circuler, de fonctionner, il va falloir que l'on crée des millions de bornes de recharge, chaque borne ayant une certaine trace carbone, hein, et surtout, par tranche de millions de véhicules, il faut créer la capacité équivalente d'un réacteur nucléaire. D'accord ? Si vous faites circuler ces voitures électriques sur des autoroutes lors des grands départs, les ponts du mois de mai, les vacances d'été, les départs à Noël, etc., ça veut dire que chaque station de recharge, aujourd'hui on parle de station-service pour les carburants, chaque station de recharge devra être capable de traiter environ 1000 véhicules à l'heure. Actuellement, dans les plus grandes stations service, vous trouvez 12 ou peut-être 15 bornes. Il en faut juste 100 fois plus. Pour faire face aux périodes de pointe. Quand il n'y a pas de pointe, évidemment, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'une recharge, ça dure entre 20 minutes et une demi-heure. Et si vous n'avez pas le nombre de bornes suffisantes, ça veut dire que des gens vont devoir attendre 6-8 heures. En tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. Vous avez des fois jusqu'à 6 ou 8 heures d'attente pour recharger votre véhicule. C'est également le cas en Californie, hein. Je vous le dis, j'ai des amis là-bas, ils ont acheté un véhicule électrique, il y en a qui ont passé la nuit dans leur voiture en attendant de pouvoir la recharger. Donc, au niveau commodité, c'est pas ça. Mais pour chaque tronçon d'autoroute où la station-service aurait 1 millier de bornes pour se recharger, il faudrait là aussi un réacteur nucléaire pour alimenter toutes ces bornes. Sur l'autoroute du Sud, entre, mettons, Paris et Avignon, vous avez, je pense, une douzaine ou une quinzaine de stations-service. Donc, si chacune a une capacité de recharge de 1000 véhicules, sachant qu'ils circulent les jours de grand départ jusqu'à 100 000 véhicules par jour, donc ils vont forcément tous recharger. Hein. 100% des 100 000 véhicules qui font un trajet Paris-Lyon, ou alors, à plus forte raison, Paris-Avignon, ou Paris-Bordeaux, 100% des gens qui ont un véhicule électrique doivent recharger. Donc, si vous voulez être capable de traiter un volume de 100 000 véhicules sur une autoroute jour, vous devez donc créer des stations-service avec des zones de recharge géantes et vous devez mettre un réacteur nucléaire derrière. Je vais prendre pour hypothèse un réacteur de 900 mégawatts où l'équivalent, c'est 150 éoliennes. Aujourd'hui, les plus puissantes. Je ne vous parle pas des toutes petites éoliennes que vous voyez sur le bord de l'autoroute du Sud, là, du côté d'Auxerre, qui sont des 3 ou 4 mégawatts. Là, je vous parle vraiment des grosses bêtes comme celles qu'on installe offshore. Donc, il faut 150 éoliennes pour avoir une puissance équivalente à un réacteur. Avec le problème, c'est que si, comme aujourd'hui, par exemple, il y a zéro vent, quasiment zéro vent hein, sur la France, et ben aujourd'hui, vos 150 éoliennes produisent zéro. Donc, les véhicules qui vont s'arrêter dans les stations-service parce qu'ils sont vides, il n'y a plus rien, ils peuvent plus continuer. Ils vont attendre que le vent revienne, ce qui signifie que l'énergie éolienne, il va falloir mettre du pilotable derrière. Donc, il va falloir rajouter soit des usines fonctionnant au gaz, soit, j'en reviens, à ce réacteur nucléaire. Voilà, donc il va falloir financer à la fois 150 éoliennes par station-service, plus derrière
du pilotable équivalent un réacteur nucléaire de puissance moyenne. Voilà, j'essaie de situer un peu où est le problème là. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs que ça n'arrivera pas, parce que en réalité, donc les chiffres que donne Philippe, qui sont des ordres de grandeur corrects, sont pas du tout acceptables socialement. On va jamais avoir ce montant de dépenses et d'investissements pour quelques jours de chassé-croisé par an. Donc très probablement, ce qui va se passer, c'est qu'il va devoir y avoir une modification des usages, c'est-à-dire qu'on pourra plus avoir 5-10 millions de personnes qui prennent la route le samedi et le dimanche 4 fois par an. En tout cas, tout sera pas prêt pour ces gens-là. Alors, comme dit Philippe, soit c'est attendre 8 heures que la station-service puisse enfin nous recharger, ou soit ça veut dire ne plus partir en vacances de la même manière. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi quand on aborde la transition énergétique, à la fois en tant que citoyen, consommateur et puis investisseur. Et il faut pas chercher à calquer le mode de vie qu'on a avec les énergies fossiles et se dire qu'on peut faire la même chose avec du renouvelable, avec du 100% renouvelable. C'est pas vrai. Si on s'est mis à utiliser le pétrole, le gaz, le charbon plutôt que le bois et la force solaire en utilisant juste la biomasse, c'est pas par méchanceté, c'est pas parce qu'on avait envie de polluer, c'est parce que c'est extrêmement efficace. Et jusqu'ici, la transition énergétique, elle s'est faite un petit peu au forceps, c'est-à-dire qu'on a forcé les gens. Alors là, on voit que le discours dominant, ça prend en compte le climat. On dit on fait tout au nom du climat, on fait tout au nom du CO2. Mais en fait, on force les gens à faire moins bien que ce qu'ils peuvent faire avec les énergies fossiles. Et d'ailleurs, si vous allez ailleurs sur la planète, dans les pays émergents, notamment en Asie, vous voyez que dans les prévisions de mix énergétique, alors ils font du renouvelable. Le renouvelable a des avantages, on en parlera plus tard. Mais ils font surtout du fossile. Ils font beaucoup de charbon, ils font beaucoup de gaz, ils font beaucoup de pétrole. C'est surtout le gaz qui va être utilisé dans les prédictions d'ici à 2040 parce que c'est disponible, parce que c'est pas cher, parce qu'on commence à avoir les technos qui permettent de le transporter sur toute la planète. Les navires méthaniers, il y a 20 ans, ça fonctionnait pas, on n'avait pas du tout les bons ordres de grandeur. Aujourd'hui, ça marche, vous pouvez récupérer votre gaz du Qatar ou des États-Unis s'ils sont disposés à vous le vendre. En tout cas, pour l'Asie, l'importation de gaz, alors qu'on peut pas mettre de pipeline, redevient crédible. En tout état de cause, ils pensent absolument pas décarboner leur économie à marche forcée comme on veut le faire nous, parce qu'ils savent qu'avec les fossiles, on fait des choses bien plus intéressantes. C'est vrai, si vous voulez donc partir en vacances tous en même temps, le besoin de puissance instantanée, c'est impossible de dimensionner un pays, une infrastructure pour y répondre. Pour vous donner un ordre d'idée, en plus des chiffres qu'a sorti Philippe, une recharge de Tesla, le gros modèle à pleine puissance, c'est l'équivalent d'une semaine de consommation électrique d'un foyer français. Alors vous imaginez ce qui se passe si tous les foyers français ont leur Tesla, partent sur les routes et veulent récupérer l'équivalent d'une semaine d'énergie en quelques heures. Évidemment, ça fonctionne pas. On va pas dimensionner le parc là-dessus, donc ça n'arrivera pas. Donc pour les investissements, et puis même quand on entend les prédictions des politiques qui vous disent qu'on va faire des millions de bornes, bon, faut pas forcément compter dessus. Il est très peu probable qu'on mette l'argent nécessaire sur la table. Et les 70 milliards d'ailleurs qui sont budgétés, c'est la nouvelle estimation qui a le mérite d'être un petit peu plus honnête, parce que 70 milliards sur 17 ans d'ici 2040, ça fait quand même beaucoup d'argent. D'autant que c'est quasiment 3% du PIB qui va s'envoler tous les ans. Ça se compense, avec 70 milliards, on en fait des choses, on en finance des entreprises, on en fait des baisses d'impôts, éventuellement on paye la dette, mais là on fera pas ça, on construira des éoliennes et des panneaux photovoltaïques avec. Donc c'est un manque à gagner pour l'économie, c'est un vrai coût social. Et effectivement, il faudrait faire bien plus que ça. Il faudrait au moins 200-300 milliards par an si on voulait un réseau électrique qui permette de tout faire, comme ce qu'on fait avec les énergies fossiles. Ces 300 milliards par an, on les a pas, donc on peut tout de suite écarter ça d'un revers de la main. On ne le fera pas. Et pourquoi est-ce qu'on nous fait croire quand même que c'est possible et sans avoir les conditions réunies en fait? Pourquoi est-ce qu'on nous passe ce message constamment comme étant la priorité absolue La France, Une excellente question. Pourquoi est-ce qu'on dit autant de bêtises sur autant de sujets? En tout cas, bon, je fais pas d'hypothèse politique, mais la transition énergétique, si on veut pas tomber dans les pièges médiatiques, il faut vraiment l'avoir juste comme quelque chose d'économique et d'énergétique. Ça peut avoir des effets très positifs, mais sur l'aspect climatique, sur l'aspect même pollution, parce que Philippe parlait des particules tout à l'heure, une Tesla, ok, elle émet pas de particules au pot d'échappement, mais elle a quand même les poussières de frein, elle a quand même les bandes de roulement des pneus qui s'usent, ça fait quand même des saletés dans l'air qui sont très, très nocives pour le système respiratoire dans les villes. Les piles à combustible, c'est pas mal aussi, c'est un peu le futur, on dit on va tous rouler à l'hydrogène, même l'oxydation de l'hydrogène dans une pile à combustible peut émettre des NOx, donc c'est composé avec de l'oxygène et de l'azote, qui sont aussi très mauvais pour le système respiratoire, donc on n'évitera pas toutes les pollutions, même si on décarbone. Donc à mon sens, la réponse, elle est ni climatique, parce que comme je disais, gratter 10 ou 20% par an, ça change rien à la quantité totale qui est émise. Si c'est brûlé, c'est dans l'atmosphère. Elle n'est pas forcément non plus trop écologique,
parce que donc sur les points de consommation, on fait de la pollution, sur les points de production des matières premières aussi, on pourra en parler si ça intéresse nos auditeurs. Produire des éoliennes, produire des panneaux photovoltaïques, c'est absolument pas neutre écologiquement parlant. Ça pollue aussi les sols, ça pollue aussi des sous-sols, ça détruit aussi des quantités de terrain énormes, donc c'est absolument pas neutre écologiquement. Quelle est la vraie raison? Ça derrière, je ne sais pas, il y a des hypothèses. Est-ce que vous pensez que c'est une forme, une façon d'imposer un dirigisme étatique toujours plus important? Je dirais que malheureusement, ça y ressemble. Vous avez un matraquage. On vous dit à chaque fois CO2, CO2. Derrière, on n'avance jamais aucune preuve. La seule preuve qu'on essaie de vous avancer, c'est de montrer que quelque part, il y a des incendies, que quelque part, on a eu la journée la plus chaude. Évidemment, on va vous dire la journée la plus chaude depuis, par exemple, 1983. En oubliant, vous précisez que de 70 à 76, il y a eu encore beaucoup plus de journées plus chaudes, ou qu'il y en a eu entre 40 et 45, ou qu'il y en a eu des beaucoup plus chaudes entre 800 et l'an 1000. Donc, vous avez des gens d'une totale mauvaise foi qui manipulent les chiffres, ne prennent que les durées qui appuient qui semblent vérifier leur affirmation. C'est même pas des démonstrations, c'est je vous dis ce qui se passe sur tel intervalle et ensuite je vous donne mon interprétation, alors que scientifiquement, quand vous regardez les cycles de réchauffement et de refroidissement de la planète, ils sont relativement bien corrélés sur des centaines de milliers d'années à l'activité solaire, activité que l'on constate très très bien avec des pics d'activité qui provoquent ces fameuses aurores boréales qu'on a même pu voir jusque dans le nord de la France récemment, puisqu'il y a eu effectivement des grosses éruptions solaires. En ce qui concerne le cycle du CO2, ce n'est pas le CO2 qui réchauffe la planète, c'est tout l'inverse, c'est là aussi complètement démontré, et vous avez tous les soirs aux 20h ou au JT de 13h des gens qui font comme s'ils ignoraient totalement que d'abord la planète se réchauffe, ça augmente, ça accélère le cycle de la vie, et le CO2 se met à croître en proportion. Alors pas le lendemain de l'éruption solaire, puisque ça prend entre 500 750 ans. Donc en plus de ça, si on devait démontrer que c'est l'activité humaine qui provoque le réchauffement planétaire, là on est sur des échelles de temps, pas de 150 ans, ça, c'est depuis 150 ans qu'on brûle du charbon ou du gaz, etc. Mais on est plutôt sur des périodes de temps de 750 avant de pouvoir mesurer l'interaction entre le réchauffement lié à l'activité solaire et à la nébulosité terrestre, donc effet de serre naturel, et l'émission de CO2 et sa récupération par les forêts et par les barrières de corail qui se construisent en absorbant ce CO2 qui se dépose à la surface des océans. Les océans qui sont donc ceux qui récupèrent le plus de CO2, il faut s'en rappeler. Et les récifs sont la preuve vraiment vivante que le CO2 est bénéfique, car sans CO2, il n'y a pas de récif corallien, il n'y a pas de forêt amazonienne, il n'y a pas de forêt primaire nulle part sur Terre, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. Donc, le mensonge répété tous les jours, finalement, les gens ne prennent plus le temps de réfléchir ou d'aller regarder des publications scientifiques pour vérifier la réalité de cette interaction CO2 réchauffement. Et nous, quand on parle de réduire la trace carbone, regardez la trace carbone effectivement d'une Tesla qui a 600 ou 700 km d'autonomie. Il va falloir rouler pendant 7 ans pour avoir une trace carbone qui devient positive par rapport à un véhicule thermique fabriqué donc dans des usines, et puis ensuite il va rouler, il va faire 200 000 km. Là, c'est seulement au bout de 200 000 km d'un véhicule thermique que le véhicule électrique va devenir positif en termes d'émissions carbone. Voilà. La fabrication d'un véhicule électrique a une trace carbone infiniment supérieure à un véhicule thermique, tout simplement parce que la fabrication de la batterie demande de raffiner des métaux, métaux courants ou métaux rares. L'assemblage d'une batterie, je le répète, ça s'amortit au bout de 5 ou 6 ans.
Donc, on va dire que le bilan carbone de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique, c'est pas à la sortie d'usine qu'on se met à devenir des amis de la planète et à sauver la planète, hein. Parce que tant qu'on fabrique des véhicules électriques, c'est énorme en termes d'émissions de CO2. Et j'attends qu'on me démontre maintenant qu'une batterie a plus de 5 ans de durée de vie. Et si au bout de 5 ans, vous devez la changer, votre batterie, et la batterie représente plus des 2/3 de l'émission carbone liée à la fabrication, à l'assemblage d'un véhicule. Si au bout de 5 ans, vous rechangez votre batterie, ça veut dire que votre véhicule électrique aura un bilan carbone bien plus négatif qu'un véhicule thermique. Et je dirais que la meilleure pub pour les véhicules électriques, c'est le nouveau patron du MEDEF qui l'a fait. Lui, il a une entreprise, il a essayé d'acheter des véhicules électriques. Il dit, voilà, j'ai acheté des véhicules 2 fois plus chers et qui ont 4 fois moins d'autonomie. Qu'elle soit légitime ou non, la transition énergétique aura bel et bien lieu, je pense. Donc en termes de ressources, est-ce qu'on risque de voir une pénurie de métaux rares ? Très probablement, parce que donc, bon, on a parlé des ordres de grandeur, hein, de capacité de production électrique qu'il va falloir faire. On sait aujourd'hui que tout était dimensionné au plus juste, hein. On n'est pas non plus au début de la révolution industrielle. On a toutes les chaînes de valeur, que ce soit les mines, la taille des mines, les camions qu'il y a dans les mines, les vraquiers qui transportent les matériaux, l'énergie qu'on utilise pour créer les matières premières, parce que je rappelle que les matières premières, que ce soit de l'aluminium, du fer ou autre, ça reste de l'énergie en barre, hein. Donc tout ceci, il y a des cercles de rétroaction, il y a toute une chaîne de valeur qui s'est structurée autour des besoins actuels auxquels on répond avec les énergies fossiles. Donc ce qui est certain, et quand on voit les projections de la consommation prévue à horizon 2030 et les projections des miniers, leur capacité de production, on voit qu'il y a un gap qui est déjà qui commence à se matérialiser. On voit des tensions sur certains métaux spéciaux en ce moment, mais ça va être à la fin le cuivre, le nickel, le tout. Et on risque d'avoir une pénurie de tout à mesure qu'on a besoin d'ordres de grandeur différents de ce qu'on a aujourd'hui et que rien n'est prêt dans la chaîne de valeur. Et il faut bien se rappeler qu'une chaîne, c'est constitué de maillons, excusez-moi la tautologie, mais il y a toujours un maillon faible. Et là, en l'occurrence, des maillons faibles, il y en a beaucoup. Donc même si on se met à creuser 2 fois plus de mines, il faudra 2 fois plus de camions pour rouler dans ces mines. Il faudra 2 fois plus d'essence pour faire rouler ces camions dans les mines. Ou alors il faut des camions à énergie propre, mais dans ce cas-là, le serpent se mord la queue. Il faudra 2 fois plus de bateaux pour transporter tous ces matériaux. Il faudra 2 fois plus d'énergie pour les raffiner, etc., etc. Donc, on prévoit aujourd'hui, et ça c'est un secret vraiment pour personne, hein, même si vous regardez le secteur des matières premières, les énergéticiens, on prévoit des grosses tensions, on prévoit potentiellement des conflits d'appropriation, voire des conflits armés, pour pouvoir s'approprier les matières premières. Si vous avez la Chine qui place ses pions dans toute l'Afrique, c'est pas pour rien, hein. C'est pas parce qu'ils aiment les climats subsahariens, c'est parce qu'ils savent que s'ils veulent continuer une croissance économique forte avec la population qu'ils ont de plus d'1 milliard de personnes, il va falloir des matières premières beaucoup plus que ce qu'ils ont. Et pourtant, la Chine n'est pas un petit pays. Donc oui, ça c'est complètement prévu. Alors après, comment est-ce qu'on travaille autour de ça, à la fois en tant que citoyen, si on est un homme politique, et puis quand on est investisseur, c'est pas la peine non plus de partir en pleurant, s'enfermer dans une grotte. Tous les systèmes économiques sont limités par définition par le maillon faible. Et là, on sait que le maillon faible, ce sera l'approvisionnement en matières premières. Donc, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ça veut dire qu'il faut aller chercher la valeur ajoutée là où elle est, et il faut être sûr de qui va pouvoir capter cette matière première. Je vais prendre juste 2 petits exemples, parce que ça, c'est des exemples dont on parle beaucoup dans les médias grand public en ce moment. Et encore une fois, on mélange plein de choses, et puis surtout, il y a un gros non-dit derrière, c'est le recyclage. Vous savez, on parle de recyclage des matières plastiques, les fameuses bouteilles qu'on va mettre dans la poubelle verte. Alors, on a dit qu'il fallait les recycler, qu'il fallait passer à la consigne, à la réutilisation. Et puis, il y a les mairies et les collectivités locales qui sont sorties du bois parce que pour elles, c'est de la matière première qui est valorisée, hein. Quand vous avez votre mairie qui vous enlève gratuitement vos ordures recyclables, c'est parce que derrière, elle revend le plastique. C'est une matière première que vous lui donnez, donc c'est une source de revenus. Donc, si on commence à faire de la consigne, c'est un déplacement de la valeur ajoutée et les pouvoirs publics sont pas d'accord. L'autre matière première très à la mode qu'on veut recycler, c'est les déchets ménagers. Alors, on récupère les huiles, on récupère tous les résidus, et puis on en fait, alors qui de la méthanisation, qui des biocarburants. Mais quand vous regardez les plans de toutes ces industries, tout le monde se bat pour la même ressource. Tout le monde dit, nous, on va réutiliser les huiles de cuisson en France. Tout le monde dit, nous, on va méthaniser les déchets. Et quand vous faites le compte, vous vous retrouvez avec 10, 20 fois plus d'approvisionnement en déchets que ce qu'on produit en France. Bon, ne vous dites pas qu'on va trouver une solution magique à ça, on n'en trouvera pas.
Ça veut dire que les meilleurs remporteront la mise. Alors, qui va récupérer les déchets organiques? Est-ce que ça va être les méthaniers? Est-ce que ça va être les producteurs de biocarburants? Ça, c'est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas, il n'y en aura qu'un. Pareil pour la ressource des matières plastiques. Vos petites startups qui mettent des boîtes à recyclage partout, vous avez Recylum, vous avez les mairies derrière, tout le monde se bat pour la même ressource, tout le monde ne l'aura pas. Voilà, il faut anticiper ça. Donc vous parliez un petit peu des véhicules thermiques tout à l'heure, comme étant beaucoup moins chers que les véhicules électriques. Comment est-ce que les gens vont pouvoir se payer ces véhicules alors que le crédit est inabordable aujourd'hui? Cette histoire de transition énergétique nous est imposée alors qu'il y a un degré d'impréparation absolument cosmique. On n'a ni les matières premières, ni les capacités de traitement des terres rares, ni des composants de base des batteries. Nous, on sait au mieux les assembler. Donc voilà, on va installer une usine à Dunkerque, pas loin du quai. Donc on va assembler. Mais bon, il suffit que les Chinois se fâchent un petit peu ou qu'ils trouvent qu'on leur a mal parlé. Et il va se passer ce qui vient de se passer là début juillet. Les Chinois décident de réduire les exportations de gallium et de germanium, qui sont deux composants qui améliorent sensiblement la performance des composants électriques. Si vous n'avez pas ça dans une batterie ou pour, par exemple les phares de voiture, c'est comme si vous aviez une voiture à pédale, quoi. Enfin, j'exagère à peine. Donc il y a non seulement l'aspect très concret de l'approvisionnement, où est-ce qu'on se fournit, est-ce qu'on est capable de traiter, et puis ensuite il y a l'aspect politique. Voilà, les Chinois, si vous leur parlez mal, s'ils ont l'impression de perdre la face, ben ils vont vous rationner tout ce dont vous avez besoin. Ils vont pas vous étrangler non plus parce qu'ils n'ont pas intérêt à tuer leurs clients, mais ils maîtrisent parfaitement et totalement l'activité de notre industrie automobile. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent le savent, mais nous, les Chinois peuvent décider et peuvent réguler exactement comme bon leur semble notre production d'automobiles, puisqu'il y a des composants qui ne viennent que de Chine et qu'on ne fabrique pas en Europe. Alors en Europe, on a des usines en Tchéquie, en Slovaquie. Je crois que c'est en Slovaquie qu'est assemblée la petite Renault électrique. Il y a la Roumanie. Mais ce sont des pays où ce sont déjà des assembleurs. Les composants, ils viennent exclusivement de Chine. Voilà. Et plus on va vers des technologies décarbonées, entre guillemets, et le véhicule électrique, plus on dépend complètement des Chinois, puisque un véhicule thermique, on sait faire, on sait produire les pièces détachées, les pièces moteurs, etc. Un véhicule électrique, il faut énormément de semi-conducteurs. Ils viennent de Chine, hein. Alors on entend que les Américains vont mettre un embargo sur les puces haute performance. Ça va bien dans des smartphones à 1500 $, dans des tablettes, etc. Mais dans une automobile, c'est pas les super composants Nvidia ou Qualcomm. Ce sont, je dirais presque que c'est une échelle de 1 à 100 des microprocesseurs et des microcontrôleurs de technologie relativement simple et basique que les Chinois fabriquent dans des quantités phénoménales, parce que là aussi, ils sont plus rentables que ne le seront jamais des Européens s'ils se mettaient à produire effectivement des microcontrôleurs de qualité médiane pour le secteur automobile. Donc, ce virage vers l'électrique, aujourd'hui, c'est la Chine qui en est le principal bénéficiaire. Ils sont les seuls au monde à pouvoir produire des petites citadines s'adressant à une clientèle des classes moyennes, voire classes ouvrières. Nous, le mieux qu'on arrive à faire, c'est de les produire 30% plus cher. Donc, le seul moyen qu'on a, nous, de produire des voitures qui vont se vendre auprès d'une clientèle classe moyenne, ça va être soit de subventionner ces véhicules, donc ça sera nos impôts qui vont subventionner ça, soit on taxe les véhicules chinois pour qu'ils coûtent aussi cher qu'une 208 qui serait produite en France, et ça fera pas baisser le coût de la 208, ça fera juste monter
le coût de sa concurrente chinoise. Donc pour le consommateur, lui, il verra pas un véhicule moins cher. En imaginant que Peugeot mette au point tous les process, arrive à produire en assez grande série la 208, elle ne sera jamais rentable par rapport à un véhicule chinois. Donc, où on taxe le véhicule chinois, où on subventionne, mais de toute façon, le contribuable devra mettre, soit le contribuable doit mettre la main à la poche, soit l'acheteur va devoir aller voir son banquier en disant, voilà, je voulais acheter une petite citadine à 11 ou 12 000 euros. Là, il faut que j'en achète une qui me coûte 20 000. Quoi? 5,30? Le coût du crédit, 5,30 sur 72 mois? Ça veut dire qu'en fait, à la fin, je la paye 2 fois ma voiture, non? C'est pas ça que... Parce que il y a 3 ans, ou même, non, même pas, il y a 2 ans, on pouvait emprunter quasiment à zéro. On obtenait des prêts automobiles à 0,8%. Aujourd'hui, c'est plus de 5. Votre voiture, vous la repayez, et puis quand vous avez fini de la payer, elle peut partir à la casse. Enfin, vous voyez, il faut pas seulement voir aujourd'hui l'achat du véhicule, est-ce que le chinois est plus abordable? Il faut voir qu'à la fin, que vous achetiez un véhicule chinois ou européen avec des taux à plus de 5%, mais vous avez des gens qui leur dossier de crédit ne passe pas. Vous voyez, ça c'est un aspect supplémentaire. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, je pense, surtout par rapport à votre question qui était comment on se paye ces voitures, si j'ai bien compris. Tout ce que dit Philippe, ça montre bien que, en fait, on fait pas. La transition énergétique, on a beau nous la présenter comme quelque chose d'inévitable, de socialement positif, il faut bien comprendre que pour tout le monde, c'est une baisse de pouvoir d'achat. On a des énergies fossiles qui sont plus ou moins disponibles, vendues par des pays plus ou moins amicaux à notre égard, mais qui sont plus performantes que les énergies renouvelables. Donc, passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, il faut bien insister là-dessus, c'est une perte de pouvoir d'achat immédiat et irrévocable. Tant qu'on n'arrête pas tant qu'on ne reprend pas la consommation d'énergie fossile, ce qui pourrait arriver aussi après 2030 si on se rend compte qu'on est complètement coincé, à chaque fois qu'on va baisser notre quantité de fossiles dans notre mix énergétique, on va perdre en pouvoir d'achat immédiatement. Voilà. Et les ordres de grandeur que dit Philippe avec l'exemple de la voiture, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se retrouvent à l'échelle de toute la société, en fait. Ça s'explique par tout un tas de raisons. Dans notre économie industrielle, l'argent et les kilowattheures sont quand même très bien corrélés. Le PIB et les kilowattheures consommés sont aussi très bien corrélés. On peut dire qu'en gros, l'argent, c'est l'énergie. Ça fonctionne très bien, ça fonctionne depuis 150 ans. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête de fonctionner dans les 10 prochaines années. Donc, si on veut doubler, tripler nos capacités de production d'énergie gratuite, et qu'on baisse de 2 tiers nos consommations d'énergie fossile, il faut s'attendre à perdre en gros une moitié de pouvoir d'achat. Et étonnamment, on voit l'exemple de la voiture, c'est ça, on perd une moitié de pouvoir d'achat. On le verra aussi sur le bâtiment. Si on veut vraiment tous des bâtiments à énergie positive, on va voir que la quantité de maisons ou d'appartements qu'un ménage peut se payer va fondre comme peau de chagrin. Et on le voit pour les États, on parlait tout à l'heure des 3% de PIB qu'il faut mettre en estimation basse dans la transition énergétique. Souvenez-vous que l'Europe, il y a quelques mois, nous prévoyait un budget de 580 milliards d'euros dans les prochaines années pour la transition énergétique pour tous les pays. Et là, la semaine dernière, ils sont revenus sur ce chiffre, ils ont dit que ce sera 600 milliards. Mais pas 600 milliards au lieu de 580, 600 milliards de plus, qu'ils ont déjà doublé l'ardoise. Et on voit que si on calcule ces sommes sur 15 ans, donc ils vont nous permettre en gros de baisser la moitié de notre consommation d'énergie fossile. Et encore une fois, je ne suis pas certain qu'on enlèvera la deuxième moitié. Il y a plein d'autres pays qui ne s'y obligent même pas. Mais en tout cas, baisser la première moitié, c'est une baisse de pouvoir d'achat de l'ordre de 30 à 50% selon comment est-ce qu'on calcule et comment est-ce qu'on modélise tout ça. Et on le retrouve encore une fois dans les exemples appliqués. Donc malheureusement, la réponse, c'est pas forcément comment est-ce qu'on se paye de la voiture électrique, il y a ceux qui pourront et ceux qui pourront pas. Et si on se met à subventionner, comme ce que le gouvernement essaie de faire depuis longtemps avec la voiture à 100 euros par mois, c'est une équation complètement insoluble. Si tous les contribuables payent pour tous les contribuables, ça fonctionne pas. C'est le serpent qui se mord la queue avec la friction de l'administration. C'est un jeu à somme nulle. Donc on le fera pas non plus. Vous avez parlé des logements, des lois notamment anti-passoires thermiques qui sont de plus en plus nombreuses. Donc on a ça et on a aussi d'un autre côté l'agriculture aussi avec j'imagine une baisse de production alimentaire en fait qui va être nécessaire pour réduire tous ces émissions de CO2. Donc on va vraiment avoir une décroissance. En fait. Typiquement, l'agriculture aujourd'hui, si elle fonctionne bien, c'est parce qu'on utilise 2 choses, c'est des pesticides et des engrais azotés. Je schématise. Les pesticides, si on se les interdit, on voit que les rendements s'effondrent complètement.
Et les engrais azotés qui viennent aujourd'hui du gaz naturel, hein, parce que l'énergie elle vient pas de nulle part, on utilise le gaz naturel parce que c'est assez efficace. Demain, peut-être que ça viendra de l'hydrogène et peut-être que cet hydrogène sera vert, enfin faut espérer. Il n'empêche qu'on sait que le coût va être multiplié par 4. La production totale du pays, elle a commencé à exploser quand on a arrêté d'être tous des agriculteurs. Ça, on le sait, c'est bien documenté. C'est la révolution verte qui a permis le boom de la technologie. Parce que quand vous avez les 3/4 d'une génération qui passe ses journées dans les champs, eh ben, vous n'avez pas des ingénieurs, vous n'avez pas des techniciens, vous n'avez pas des gens pour l'usine. Si la productivité agricole est divisée par 3, eh ben, on aura un problème sur le PIB aussi. D'une manière ou d'une autre, il faudra payer cette baisse des rendements agricoles. Ouais. Alors la France réussit l'exploit d'avoir été un pays exportateur de denrées agricoles, enfin surtout de nourriture. On était positif, on était autosuffisant, et en tout cas ce qu'on arrivait à échanger avec les Espagnols, les Néerlandais, les pays du Sud, etc. On était positif, c'est-à-dire que l'agriculture en France contribuait positivement à notre balance commerciale, et on est maintenant déficitaire. Donc là, on se demande comment on peut être aussi mauvais dans des domaines où on excellait. On excellait littéralement dans la production céréalière, la production de viande, de produits transformés, et on devient déficitaire. J'ai l'impression que nos politiques et ceux qui les entourent, c'est vraiment la blague qu'on faisait sur les énarques dans les années 80. Vous leur filez un bout de désert, dans 2 ans, ils importent du sable. Et si vous leur filez le Groenland, dans 2 ans, ils vont importer des systèmes de refroidissement. Il y a un vrai problème. Je pense que là, il faut qu'on se réveille. Comment se fait-il que la France, qui avait l'énergie la moins chère d'Europe il y a 10 ans, se retrouve aujourd'hui avec l'énergie la plus chère d'Europe, puisqu'aujourd'hui on est à plus de 100 euros le mégawatt. C'était à 42 il y a 3 ans, mais surtout la France avait l'énergie la moins chère il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est le pays qui a l'énergie la plus chère. Et ce qui est très très fort, c'est que les Allemands qui ont arrêté leurs réacteurs nucléaires achètent notre énergie nucléaire, ce qui nous oblige, nous, par moment, à compléter avec du pilotable au gaz. Donc la France exportait du courant. Aujourd'hui, on en importe. On exportait des denrées alimentaires. Aujourd'hui, on en importe où on est négatif. On fabriquait des véhicules thermiques. On était presque autonome à 100%, on avait le savoir-faire, on avait en grande partie la matière première, parce que de l'acier, ça se trouve, c'est assez facile, de l'alu également, ça se trouve facilement. Aujourd'hui, les véhicules sont bourrés de métaux rares et de semi-conducteurs qu'on ne produit pas, qu'on ne fabrique pas. Toutes ces erreurs de gestion aboutissent effectivement à une chose qu'a très bien souligné Étienne, c'est que tout ça se traduit par des pertes de pouvoir d'achat. Donc on peut peut-être prendre des décisions qui ont l'air d'être écologiques, où on se veut les amis de la planète, mais le résultat, c'est que ça appauvrit 90% de la population. Alors on va dire que ça va enrichir les 10% qui importent des éléments d'éoliennes ou qui les installent. Ça va faire gagner de l'argent à ceux qui installent des champs entiers, des hectares de panneaux photovoltaïques, dont 95% des éléments qui captent l'énergie solaire proviennent de Chine. Vous allez avoir quelques gagnants de cette transition et vous allez avoir beaucoup de perdants. Alors que c'est tout le contraire de ce que dit Étienne à propos de la révolution agraire, qui fait que d'un seul coup, les paysans sont venus à la ville, ont fait des études, sont devenus des ingénieurs. C'est une révolution qui a enrichi tout le monde. On a eu plus de nourriture, elle était moins chère, donc elle était plus abordable. Et ceux qui quittaient les champs, qui quittaient les provinces, venaient en ville et devenaient plus riches. Ils devenaient plus riches, ils consommaient une nourriture moins chère,
tout allait bien. Et C'est le progrès. aujourd'hui, c'est le contraire. On a une transition qui appauvrit tout le monde et qui, en plus de ça, ne crée même pas d'emploi chez nous, puisque, comme je le dis, pour tous les composants d'un véhicule électrique ou les composants d'une éolienne, tout est fabriqué en Chine. Encore, on nous dirait, bon, les éoliennes, c'est cher, mais enfin, quand même, chez nous, 150 000 emplois créés en 3 ans, ça valait le coup. Ça crée des consommateurs, etc. Non, cette transition énergétique ne crée rien chez nous, quasiment rien. Et en revanche, qu'est-ce qu'on va être amené à faire? C'est à regarder ce que chacun consomme ou brûle comme énergie fossile pour lui coller en plus des amendes. Vous roulez trop, vous aurez une amende. Vous avez trop pris trop de billets d'avion, vous aurez une amende. Votre logement est une passoire thermique, bah vous pouvez plus le louer. Vous êtes sommé de le remettre aux normes à vos frais. Les gens, ils n'ont pas les moyens, hein, donc ils le font pas. Donc il y a des logements qui disparaissent du parc locatif. Ça crée encore plus de tensions sur les logements dits salubres. Donc leur prix explose puisque la demande elle reste constante et que le nombre de logements disponibles a baissé. Donc c'est encore de l'appauvrissement, appauvrissement pour le propriétaire et appauvrissement pour le locataire puisqu'il n'y a plus de logements à louer. Donc forcément les loyers explosent. Donc, quand on nous vend que après les périodes de taux zéro, les logements, leur prix devrait baisser, ils auraient dû effectivement commencer à baisser si on n'avait pas parallèlement réduit le nombre de logements disponibles. Enfin, tout fonctionne complètement à l'envers. J'en reviens à cette vieille blague de l'énarque qui, au bout de 3 ans d'exploitation du désert, commande du sable. Donc là, on nous impose une vraie décroissance au nom du climat, finalement. C'est une stratégie de décroissance plus ou moins assumée, hein, pas forcément en facial parce qu'on dit que c'est pour améliorer la situation de tout le monde, mais en pratique, dans les faits, oui, comme dit Philippe, c'est moins d'automobiles, moins de logements, moins d'énergie, moins de voyages pour tout le monde, moins de viande. Donc oui, c'est une stratégie de décroissance. Ouais. Donc ça va forcément aggraver aussi les tensions sociales qu'on connaît aujourd'hui. Bah, à court terme, oui. Tant que les gens attendent une augmentation de leur niveau de vie, qu'ils n'auront pas avec la politique actuelle, oui, ça va coincer très rapidement et très fort. La marmite sociale, je pense qu'elle pourrait exploser, mais à se demander par moment si c'est pas voulu pour justement justifier des mesures de contrôle beaucoup plus sévères, des états d'urgence à répétition, des mesures d'exception qui n'ont d'exceptionnel que le vocabulaire, parce que dans les faits, l'exceptionnel devient du permanent. Je me demande si à un moment, cette explosion sociale n'est pas souhaitée pour justifier de mettre en place des mesures de contrôle total de la population en mode fermez vos gueules. Voilà. Vous auriez dû l'ouvrir avant, probablement, mais vous n'êtes pas curieux, vous n'êtes pas renseigné. On vous abreuve de mensonges depuis des années, vous gobez tout. Bon, bah, puisque vous vous êtes laissé faire jusqu'à présent, bah maintenant c'est trop tard, fermez vos gueules et vous allez faire exactement comme on vous dit de faire. Donc vous ferez du covoiturage, ça sera 4 billets d'avion dans une vie. Bah, si vous pouvez pas chauffer une maison de 5 pièces, bah, vous vivrez dans 3 pièces ou 2 pièces et demie. Je dois dire que l'issue de tout ce qu'on est en train de vivre, j'ai peur que ça soit une issue totalitaire. Parce que comment voulez-vous faire accepter aux gens de grelotter l'hiver dans un appartement ou une maison plus petite, de ne plus avoir le droit de partir en vacances avec sa voiture, on vous donnera juste un créneau pour circuler, puisque on l'a vu, il n'y aura jamais assez de bornes de recharge dans les stations-service. Donc, on vous dira, bah, vous partez, par exemple, le 7 juillet à 23h06 et vous êtes censé arriver dans votre camping à 7h47. Et si vous loupez votre créneau, bah, vous ne pouvez plus partir, etc. Ça peut s'organiser, hein, mais ça devient une société complètement totalitaire. Les Chinois sont en train de mettre ça en place.
avec le contrôle de tout ce que l'on consomme derrière chaque bien consommé ou derrière chaque service, il y a un indice carbone, évidemment. On sait précisément qu'est-ce qu'il a fallu mobiliser comme énergie pour produire des objets ou de l'électroménager. Donc, en Chine, on sait exactement on connaît exactement la trace carbone de chacun. Et quand on estime qu'on a dépassé le quota, eh bien, vous pouvez ensuite imposer aux gens de ne prendre que les transports en commun, donc la voiture, la moto, tout ça, vous oubliez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on vous explique exactement comment vous devez vivre, combien de kilomètres vous pouvez parcourir, et au final, combien de mètres carrés d'ailleurs vous pouvez occuper. Enfin, tout est envisageable, mais je crains malheureusement qu'il n'y ait rien de très très positif à l'horizon, et surtout en cas d'explosion sociale, ça sera soit une répression féroce, soit l'instauration d'un état d'exception permanent. On n'ignore pas qu'en plus, cette stratégie de décroissance et de contrôle étatique, elle est aussi demandée par une partie de la classe politique. Donc, c'est même pas un scénario fantasmé, c'est quelque chose qui est sur la table, que les gens discutent, les gens votent pour ou contre selon les élections, mais c'est quelque chose qui est tout à fait théorisé. Le coût des crédits carbone pour les actes du quotidien, on en a déjà suffisamment parlé, même dans les médias. Mais est-ce que la transition énergétique, justement au contraire, est-ce qu'elle aurait pu être faite de façon, sans intervention étatique et de façon plus libérale, en fait, finalement? Est-ce que ça aurait été une possibilité? Une transition énergétique, c'est quelque chose c'est majeur. En France, on a eu une transition énergétique dans les années 75-80, avec l'augmentation du prix du pétrole. On a développé un outil nucléaire. C'est quelque chose qui doit être piloté par l'État, parce que c'est effectivement une transformation énorme. Il faut non seulement créer des réacteurs nucléaires, mais il faut également construire tout le réseau d'approvisionnement en électricité. Donc, quand on parle des stations-service avec 1000 bornes de recharge, il faut également mettre 1000 câbles. Et puis, ces 1000 câbles, il faut les relier à une grosse machine qui répartit le courant fort en courant plus faible. Il faut le relier soit au champ d'éoliennes, soit à l'unité d'énergie pilotable. C'est quelque chose, il faut que ça soit l'État qui programme ça. Sinon, vous avez toujours des gens qui vous diront « À quoi vous voulez amener un câble à la station-service pour mettre 1000 bornes ?» Mais il n'est pas question que vous passiez vos câbles haute tension au-dessus de mon champ, à côté de mon village, etc. Donc, il y a un moment où il faut imposer la volonté de faire aboutir la transition. Alors, qui a bien mené la chose? Manifestement, la Chine. Évidemment, en Chine, vous n'allez pas faire une manifestation pour protester contre l'implantation d'un réacteur nucléaire à 4 km de chez vous, ou parce qu'on a construit une ligne à haute tension qui passe derrière votre maison. Là, vous fermez vos gueules aussi. Ça, c'est clair. Donc, on a l'exemple de quelque chose qui a réussi, qui s'est bien passé en Chine, et quelque chose qui se passera forcément difficilement en France ou en Europe, si chacun va défendre ses intérêts. Je veux pas d'éoliennes à côté de chez moi, je veux pas un câble à haute tension. On voit que ça va être extrêmement compliqué. Vous n'avez pas l'air d'accord sur la question de la Chine, Étienne. Vous n'avez pas l'air d'accord sur la question de la Chine, j'ai l'impression. Non, il y a une différence fondamentale, en fait, entre la manière dont la Chine et la France l'ont fait. C'est que Philippe dit que ça a été fait avec efficacité. Je suis d'accord sur l'efficacité. Je suis pas d'accord sur le ça a été fait. La Chine n'a pas coupé ses centrales à gaz. La Chine n'a pas coupé ses centrales à charbon. Alors, ils ont des politiques d'écrêtement, c'est-à-dire que quand vraiment les zones sont trop polluées, quand vraiment ils sont en train d'exploser leurs émissions de CO2, ils débrayent dans certains pays, dans certaines régions, pour certains usages, les usages de l'électricité pour pouvoir décharger les centrales à charbon. Donc, il y a un peu un effort de décarbonation de l'électricité, ok, mais quand on regarde les plans du Parti communiste, et on peut considérer qu'a priori, ce qu'ils font, ils le disent, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt de toute façon électorale comme on a chez nous, c'est de rajouter des capacités de renouvelables au-dessus des fossiles. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ils essaient pas du tout d'être au zéro carbone. Ils ont un horizon très loin où ils vont baisser. Mais enfin, ça engage pas spécialement leur trajectoire. Et de fait, ils continuent quand même à ouvrir des centrales qui tournent aux fossiles. En plus des champs d'éoliennes de puissance complètement délirante qu'ils font. Je dis pas qu'ils la font pas, la transition énergétique, mais j'insiste sur le fait qu'ils la font en plus de l'énergie fossile.
Et ils observent en Chine là, exactement la même chose que sur les champs d'éoliennes offshore en mer du Nord et en Baltique, c'est-à-dire que les puissances annoncées et la production constatée, on est à chaque fois très très loin, mais très très loin. Et quand je dis très loin, c'est pas c'est 15-20% et parce que les gens sont capricieux. Non, c'est de l'ordre de 30 à 40%. Ce qui fait que quand on vous dit une éolienne, ça coûte X millions, ça s'amortit sur 20 ans avec une production de tant de mégawatts. En fait, si on vous dit votre éolienne, elle est amortie en 10-12 ans, c'est ce qu'on vous dit sur le papier, vous vous apercevez qu'en fait, elle ne sera pas amortie avant 20 ans, et 20 ans, c'est la durée de vie de l'éolienne où il faut changer le rotor, les pales, etc., qu'on ne sait pas recycler d'ailleurs. Donc, il y a énormément de mensonges sur la rentabilité de l'éolien, qui bien sûr est non pilotable. Donc plus on va faire un gros champ d'éoliennes et on va raccorder donc une ville, on va raccorder une zone industrielle, plus on installe d'éoliennes, plus il faut installer de pilotables à côté lorsque les éoliennes sont à l'arrêt. Donc, on a énormément de déceptions aujourd'hui sur la rentabilité et la capacité de production des éoliennes. Le photovoltaïque, moi j'ai vu ça dans le Xinjiang, donc il y a perte de vue, mais ils ont un gros problème, c'est la poussière. Et ça, c'est très très compliqué de nettoyer des centaines, voire des milliers d'hectares de panneaux photovoltaïques. Donc le renouvelable génère des tas de problèmes annexes qui ne sont évidemment jamais compris dans le prix initial. Et on vous vend des capacités de production qui n'existent pas, qui n'existeront jamais. On dit en Baltique, le vent souffle toujours. Non. Regardez les, les comptes rendus de production depuis le 1er janvier 2023. Il y a plusieurs journées où la production des éoliennes en mer a été de zéro. Pas quelques kilowatts, non, c'était carrément zéro. Et puis il y a eu des pointes, mais globalement, quand vous faites la moyenne, vous êtes déjà très très en dessous de la puissance annoncée, et en plus ça, c'est pas pilotable. Donc toute cette histoire d'éoliennes, excusez-moi, c'est quand même une gigantesque escroquerie. Euh, Mettez-vous à la place d'un petit patron qui achète une machine-outil et qui va lui permettre de produire, soi-disant, 1000 unités par jour qu'il va vendre 10 euros. Donc le gars fait son calcul, il va voir son banquier, il emprunte de l'argent, il dit voilà, avec ma marge et mes 1000 pièces jour, je pense que j'ai un bon modèle et dans 5 ans, j'ai amorti ma machine. Et puis quand la machine est installée, elle produit allez, 55-60% de ce qui a été annoncé au départ. Le chef d'entreprise qui voit ça, il dit à ceux qui lui ont vendu la machine, vous êtes un véritable escroc. Donc, pourquoi on ne dit pas la même chose à ceux qui installent des éoliennes en nous annonçant des productions qui n'existent pas? Et comment ça se fait que ce mensonge peut continuer d'être débité à longueur de temps et que jamais personne ne démente? Alors que là, L'avantage de ce mensonge, hein, c'est qu'il permet de mobiliser des capitaux privés pour des projets dont le retour sur investissement n'est pas évident. Et en termes de gestion, aussi bien pour la France que pour l'Europe, c'est extrêmement intéressant parce que ça fait financer la transition énergétique, en tout cas la production de capacités renouvelables par des capitaux privés avec des espérances de rendement qu'ils n'auront pas. Et c'est tout bénef parce que après, ça fait des opérateurs qui se retrouvent dans le rouge, mais qui se retrouvent dans le rouge dans 5 ans, dans 10 ans. et quand est-ce qu'on retrouve, nous, notre électricité à 42 euros le mégawatt? Ah bah, Déjà rien que ça soulagerait énormément les ménages, ça soulagerait énormément les PME. Ceux qui s'en tirent le mieux, une nouvelle fois, c'est les très grands industriels qui arrivent à négocier des contrats, ils négocient des prix de gros. Mais l'artisan qui est déjà, lui, soumis à 100% de l'impôt, à 33% sur ses bénéfices, mais c'est invivable, quoi. On a un enfer fiscal et maintenant on a un enfer en termes de coûts de production. Je sais pas, il y a vraiment un souci.
Donc moi, qu'est-ce que je vois de positif dans tout ça? Le positif, c'est que on va effectivement peut-être un peu moins polluer, on va émettre effectivement un peu moins de particules, mais on l'a déjà fait en exportant toute notre industrie vers la Chine, vers la Turquie, vers le Maroc. Donc au niveau pollution, on a déjà largement réduit notre quota. Euh, ce qui est positif dans l'histoire, c'est que ça va peut-être amener les gens à réfléchir. Parce que là, pour l'instant, les gens réfléchissent pas, ils gobent tout. Ils gobent tout ce qu'on leur raconte. Puis une fois que d'un seul coup, ils voient leur note d'électricité, une fois qu'ils voient que la transition énergétique ne crée quasiment pas d'emplois, ça en crée en Chine, mais pas chez nous. Il y a peut-être un moment où les gens vont commencer à réfléchir. Voilà. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire face au constat que la transition énergétique, elle est forcément inflationniste? Il faut s'intéresser à des placements qui nous immunisent contre l'inflation. Donc, on sait qu'il va manquer de matières premières. Donc, dans un premier temps, là, on a un épisode de réduction de l'inflation parce que on anticipe la récession, etc. Donc, pour l'instant, les matières premières sont à la baisse depuis presque un an. Mais on va bientôt arriver au moment où le vrai besoin pour la transition énergétique va rencontrer la pénurie de tous les composants et de tous les métaux. Donc, je ne dis pas que ça arrive dans 3 semaines, je ne sais pas si ça arrive dans 3 mois. Il est certain que ça arrivera, en tout cas, avant un an. Ça, c'est une certitude. Donc, on a entre aujourd'hui, on va dire d'ici un an, pour revenir, à mon avis, sur les matières premières, des ETF matières premières, sur les valeurs minières, et puis bien sûr, l'or, puisqu'on commence à comprendre aujourd'hui que le yuan commercial dans lequel vont libeller tous les BRICS vont libeller leurs transactions internationales, entre États, entre multinationales, etc. C'est un yuan adossé à l'or. Ne pensez-vous pas que les Chinois auraient un certain intérêt à ce que l'or s'apprécie de façon à donner au yuan un attrait absolument irrésistible? Étienne, vous avez peut-être d'autres conseils à donner aux investisseurs qui nous regardent aujourd'hui? Oui, alors pour les investisseurs, faites bien attention où se situent vos placements dans la chaîne de valeur, j'ai envie de dire dans la chaîne alimentaire énergétique. C'est-à-dire que tout ce qui est industrie trop énergivore, faites quand même attention, notamment par rapport aux producteurs de matières premières. Assurez-vous qu'ils aient une taille suffisante pour bien négocier leur contrat d'électricité, parce que voilà, on l'a dit tout à l'heure, la matière première, c'est jamais que de l'énergie qui a été stockée sous forme de métal ou autre. Il y a un autre compartiment qui profite des crises. Moi, je préfère toujours les livres d'histoire aux boules de cristal pour voir comment les choses ont évolué en bourse. Regardez ce qui s'est passé l'année dernière, c'est pas trop long dans le passé. Quand on a eu des tensions d'approvisionnement sur l'énergie, on a vu quand même que les énergéticiens, y compris ceux qui n'étaient que des brokers d'énergie, qui n'avaient pas forcément d'activité productrice, mais qui faisaient de l'achat-vente, au-delà même des tarifs négociés du nucléaire, ceux qui importaient du gaz, ils ont fait une année 2022 absolument fantastique. Là, il y a un atterrissage en 2023 avec les prix de l'énergie en Europe qui sont quand même bien effondrés depuis le pic, mais on voit que les énergéticiens, ils tirent quand même leur épingle du jeu, beaucoup mieux d'ailleurs que certains industriels, qui eux voient leur profit divisé par des facteurs des fois de 80%. Donc voilà, ça peut être intéressant de se positionner sur ce maillon de la chaîne de valeur, d'autant que, et là c'est peut-être le point positif de la transition énergétique, on en dit beaucoup de mal là ces dernières minutes, mais il y a quand même un effet très positif quand on est un énergéticien, qu'on vend des mégawattheures. Importer du pétrole, ça devient compliqué. La liste des pays amicaux se réduit quand même comme peau de chagrin. On ne sait plus bien qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis. Ça fait un moment que ça dure. Ça fait depuis les années 70 qu'on se pose la question. Et là, on a un peu fait le tour du problème. On se met à frayer avec nos anciens ennemis. Le gaz, pareil. Je rappelle que si on s'est tourné vers la Russie il y a 20 ans, quand on a fait tous ces projets de pipeline, c'était justement pour ne plus dépendre du Moyen-Orient. On était content d'avoir un voisin qui se mettait au libéralisme, qui est venu nous sauver. On voit comment ça s'est fini.
Là, on a un nouveau chevalier servant qui nous apporte du gaz sur un plateau d'argent, ce sont les États-Unis. Les États-Unis qui ont réussi à écouler leur gaz naturel qui était en surplus depuis 5 ans, ils le vendent à l'Europe à fort prix. Demain, ils le vendront à l'Asie. Si l'Asie le paye plus cher que nous, est-ce qu'ils nous le vendront encore? C'est pas sûr. Donc il y avait quand même cette épée de Damoclès sur les énergéticiens européens. C'était pas certain, hein, si la situation actuelle géopolitique se prolongeait, qu'on ait encore de l'énergie en abondance, même à horizon 2025-2030. Tous les investissements qui sont faits dans la transition énergétique, ok, c'est cher, ok, c'est tout le tissu économique, tous les acteurs qui vont le payer, les citoyens, les consommateurs, les industriels. Mais au final, une fois qu'on a construit son éolienne, qu'on l'a financée, surtout si c'est avec l'argent des autres, eh ben, on peut profiter de son courant électrique pendant 5, 10, 15 ans. 20 ans, je sais pas, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Pareil pour les panneaux photovoltaïques. Mais en tout cas, on a quand même remplacé des dépenses récurrentes par un investissement qui a été fait. Et il y a aussi beaucoup d'investissements qui ont été faits à l'époque des taux zéro. Donc là, on va avoir un effet un peu positif quand même pour tous ces producteurs d'énergie. Ils peuvent s'asseoir sur un matelas de production qui, encore une fois, n'est pas grand-chose par rapport à nos besoins. J'insiste bien là-dessus. On va pas, avant 2030, certainement pas vers l'abondance énergétique. On va d'abord vers des phases de tension. Mais n'empêche qu'en phase de tension, ceux qui ont un peu d'énergie à revendre pourront faire des bénéfices comme ils l'ont fait l'année dernière. Ouais, on parle bien d'énergéticiens, on ne parle pas de courtiers en énergie qui se collent l'étiquette d'énergéticien alors qu'ils ne produisent pas 1 mégawatt, qu'ils ne possèdent pas 1 mètre de câble pour vous délivrer le courant. C'est un modèle que moi je qualifie de parasitisme pur, puisque ces gens-là ne sont que des traders et des émetteurs de factures, ils ne produisent rien. En revanche, ils spéculent sur les écarts de prix. On leur doit en grande partie les flambées des coûts énergétiques qu'on a eus en mars 2022. Si on cherche où sont les super profits absolument injustifiables, je pense qu'ils sont là. Alors certes, les producteurs de pétrole, les raffineurs ont bien gagné leur vie aussi en 2022, mais ceux qui n'ont jamais investi ne serait-ce qu'1 euro ou 1 dollar pour créer un barrage, un réacteur nucléaire ou tout ce que vous voulez, ceux-là, moi, je prône leur disparition pure et simple. Ils n'ont aucune justification. Leur existence n'a aucune justification économique, sauf à alimenter une fausse concurrence en disant voilà, le consommateur a le choix. En fait, ces gens-là, quand le prix du mégawatt explose, ils vous font également exploser votre facture. Voilà. Et si jamais ils ne voient pas une opportunité de faire une marge sur le mégawatt, ils ne l'achètent pas. Alors que EDF, Engie et Total Énergie et d'autres sont des vrais énergéticiens, ils produisent, ils investissent, et eux, ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire qu'ils produisent du courant, EDF produit du courant, Engie produit du courant, mais le courtier en énergie, lorsqu'il n'y a pas de marge à se faire sur le mégawatt, eh bien, il n'en achète pas, tout simplement. Donc, il gagne à tous les coups en prenant sa marge, en vous appauvrissant et en n'ayant strictement aucune justification sociale. Voilà, donc quand on parle d'énergéticiens, il faut être précis. J'achète, moi, les énergéticiens, je n'achète pas les courtiers dont j'appelle à la disparition totale. Oui, de toute façon, leur existence même dépend du contexte réglementaire qui a permis de faire apparaître ces modèles d'affaires. Donc ça peut aussi disparaître d'un claquement de doigts. Ça serait bien. Ça sera un bon signe. Merci beaucoup pour ces précisions, Philippe. Et puis merci, Étienne, pour toutes ces réponses. C'était très intéressant. Alors, j'invite nos lecteurs à télécharger le rapport que vous avez écrit pour eux sur la transition énergétique et les placements à privilégier dans un contexte toujours plus inflationniste. Donc, merci encore une fois à tous les deux et j'espère qu'on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bonne journée.